Ma femme a décidé que je n'étais pas assez raffiné pour son nouveau cercle d'investisseurs. Elle m'a dit de ne pas venir au gala de l'entreprise que je l'avais aidé à construire. Et ses parents l'ont soutenu. Je ne me suis pas battu. Je suis juste parti pour la côte. Alors que le soleil se couchait, mon téléphone a explosé. Des appels de partenaires. Quelque chose avait terriblement mal tourné. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit: Je pense qu'il est préférable que tu ne viennes pas cette année. Juste comme ça. Sans préambule, sans enrober les choses. Nous étions debout dans la cuisine. Et elle se remaquillait dans le reflet du micro-ondes comme si c'était un mardi ordinaire. Je m'appelle Ryan. J'ai 38 ans, et je vivais, à Kirkland, dans l'État de Washington. Madison parlait du gala du 10e anniversaire de son entreprise, celle que j'ai aidé à lancer. Celle que nous avons bâtie dans notre garage avant même qu'elle ait un logo ou un seul client. Je gérais ses systèmes administratifs. J'ai installé son premier rack de serveur avec des pièces de mon ancien travail. J'ai utilisé des faveurs et des reconnaissances de dette pour nous maintenir à flot. Et maintenant, je ne suis pas à la hauteur, ai-je demandé. Pourquoi pas? Très calme. Je n'ai pas haussé la voix. Elle a soupiré comme si je demandais quelque chose de déraisonnable. C'est un cercle plus sélect maintenant, a-t-elle dit. Mes parents viennent en avion pour me soutenir. Et puis, écoute. Nous visons simplement une image différente. Tu es un peu col bleu. Col bleu, comme si c'était un diagnostic. Comme si la graisse sous mes ongles et une journée de travail honnête étaient contagieuses. Je n'ai pas discuté. À quoi bon? J'ai attrapé mon manteau sur le dossier de la chaise. Je suis sorti sans dire un mot de plus et je suis monté dans mon camion. J'ai roulé vers le sud. Je ne savais pas où j'allais. Je m'en fichais. J'ai juste gardé les phares pointés sur l'autoroute 101 jusqu'à ce que le soleil commence à sombrer. Derrière les pins. Petite note avant d'aller plus loin, laissez un commentaire. D'où nous regardez-vous ce soir? Au coucher du soleil, j'arrivais à Garibaldi. Une petite ville côtière de l'Oregon avec plus de bateaux de pêche que de lampadaires. J'ai trouvé une chambre bon marché au-dessus d'un magasin d'articles de pêche. $40 en espèces, sans poser de questions. La fenêtre donnait sur l'ouest. Je me suis assis sur le lit et j'ai regardé l'océan dévorer la lumière, une vague à la fois. Ce silence, c'était la première chose décente que j'avais entendue depuis des mois. Vers 20 heures, mon téléphone a vibré encore et encore. D'abord, c'était des appels manqués. Le nom de Madison n'en faisait pas partie. Puis, Curtis, un de mes vieux copains, m'a envoyé un texto. Appelle-moi quand tu pourras. Quelque chose a mal tourné. 2 semaines plus tôt, j'étais encore dans cette maison à Kirkland. Debout derrière un éclairage annulaire pendant que Madison répétait une présentation pour des investisseurs internationaux. Elle voulait mon avis. Ou du moins c'est ce qu'elle a dit quand elle m'a traîné dans le salon et m'a dit de simplement observer. Au bout de 15 minutes. Elle a jeté un coup d'œil dans ma direction en plein milieu d'une phrase et a perdu son rythme. Peux-tu peut-être attendre à l'étage, a-t-elle dit, sans me regarder. C'est juste une distraction. Tu n'es pas exactement ce qu'ils s'attendent à voir quand ils imaginent notre marque. Voilà, la vérité, déguisée en demande désinvolte. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête et je suis sorti. Mais le ton est resté dans mes oreilles comme un parasite, froid, sec, étudié. Je suis allé dans le garage. Je me suis assis sur le vieux banc où nous avions l'habitude de planifier cette entreprise autour de plats à emporter et d'ordinateurs portables à moitié cassés, et j'ai juste fixé le sol. Elle n'avait pas dérapé. Elle le pensait. Et ce n'était plus seulement elle. Quelques soirs avant cela. Nous avions dîné avec ses parents dans un steakhouse hors de prix où les serveurs portaient des gants et les accompagnements étaient servis à la carte. Sa mère s'était penchée sur la table et avait souri comme si elle venait de payer l'addition. Nous avons tous notre place, n'est-ce pas, a-t-elle dit en coupant dans son filet. Certaines personnes sont des bâtisseurs, d'autres sont des visages. Elle l'a dit sans ciller,
comme si je n'étais pas assis juste là. Madison ne l'a pas corrigé, n'a même pas fait de pause, a juste continué à siroter son vin. J'étais autrefois à la fois le bâtisseur et le visage. À l'époque où il n'y avait que nous et un rêve. Et que personne ne se souciait de ce que je portais à une réunion. À l'époque, j'étais son partenaire. Maintenant, j'étais une horreur. Ce soir-là, après la répétition de la présentation, elle est montée tôt. Disant qu'elle avait besoin de se recentrer mentalement. Je suis resté en bas, arpentant le couloir, toujours en colère. Mais essayant de me dire que c'était juste le stress, qu'elle ne le pensait pas comme ça. Que j'étais peut-être trop sensible. Puis je suis passé devant le bureau et j'ai vu la lumière de l'imprimante clignoter. Quelques pages fraîchement imprimées dans le bac. J'ai pensé que c'était un itinéraire ou des informations sur l'hôtel dont elle avait besoin. Je les ai ramassées sans réfléchir. C'était une note de service interne de sa responsable de la communication. Stratégie événementielle. Cohérence de l'image du gala. Sous-titre, apparence du conjoint non aligné avec la marque. C'est ce qui était écrit. Non aligné. Comme si j'étais un carreau fissuré dans sa cuisine d'exposition. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai reposé. Je suis sorti pieds nus et je suis resté dans l'allée comme si mes poumons avaient cessé de fonctionner. Toutes les nuits, tous les week-ends. J'avais travaillé à câbler son bureau quand nous ne pouvions pas nous payer un vrai service. Informatique. J'étais un désalignement maintenant. Même le langage qu'ils utilisaient donnait l'impression qu'ils essayaient de m'effacer sans laisser de traces. Je ne l'ai pas confronté. Pas à ce moment-là, je ne pouvais pas. J'essayais encore de comprendre comment la femme avec qui j'avais aidé à construire cette vie pouvait me regarder et voir un handicap. Mais les signes étaient là depuis un moment. D'abord, c'était « ne porte pas cette chemise au dîner avec les clients ». Puis, peut-être ne parle pas trop en présence des investisseurs. Ensuite, c'était « dépose-moi juste ». J'entrerai seul. Chaque pas était un barreau de moins sur l'échelle. Je pensais que nous la gravirions ensemble. Elle a continué à grimper. J'ai été largué. Le lendemain matin, elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était et est partie au bureau. Elle a dit qu'elle rentrerait tard et de ne pas l'attendre. Je suis resté dans cette cuisine un bon moment après son départ. J'ai regardé les comptoirs en granit, les armoires sur mesure. La machine à expresso haut de gamme que je n'utilisais jamais. Tout cela acheté avec la sueur de nous deux. Mais maintenant, seul son nom figurait dans l'histoire. J'ai ouvert le réfrigérateur. Pris une bière dont je n'avais pas envie et je suis retourné au garage. Je n'ai pas pleuré, ce n'est pas mon style. Mais j'ai serré cette note de service si fort qu'elle s'est déchirée dans ma main. L'après-midi suivant, je suis allé directement à son bureau. Tenant toujours la note déchiquetée dans la poche de ma veste. Je n'ai pas appelé, pas envoyé de texto, je me suis juste garé devant. J'ai passé les portes en verre et je suis entré dans le hall comme si j'y avais encore ma place. Parce que dans ma tête, c'était le cas. Son assistante, Carly, a levé les yeux de son bureau et s'est figée comme si je tenais un pied de biche. Est-elle là, ai-je demandé, me dirigeant déjà vers le couloir. Elle est en réunion. Je ne me suis pas arrêté. Son entreprise avait l'un de ses aménagements ouverts et élégants. Salle de conférence en verre, acier brossé, tout minimaliste. Et la voilà, debout au bout d'une longue table. Faisant défiler des diapositives pour 2 conseillers avec trop de parfum et pas assez de cheveux. J'ai ouvert la porte au milieu de sa phrase. Toute la pièce s'est tournée. Elle a cligné des yeux comme si elle avait vu un fantôme. Ryan, qu'est-ce que tu fais ici? 5 minutes. J'ai regardé les costumes. Seul. Ils l'ont regardé. Elle a hoché la tête lentement, la bouche serrée. Une fois qu'ils sont sortis, j'ai fermé la porte et je me suis tenu en face d'elle. Le cœur battant plus fort que je ne voulais l'admettre. Alors, je ne suis pas assez bien pour ta fête maintenant, ai-je demandé. Elle a expiré. Il ne s'agit pas de ça. J'ai sorti la note de ma poche, l'ai jetée sur la table. Alors, c'est quoi, ça? C'est de la conservation d'images,
a-t-elle dit comme si c'était évident. Ces événements sont stratégiques. Tout est une question de perception. Et toi? Elle s'est interrompue. Dis-le. Tu ne corresponds pas à la marque. Ryan. Tu ne t'es jamais soucié du raffinement ou de la présentation. Et c'est bien. Mais ces investisseurs, si. Ma famille pense. Ta famille pense que je devrais passer mon tour, ai-je coupé. Elle n'a pas répondu. Pas besoin. Je me suis approché. Je t'ai trouvé tes 3 premiers clients. Tu te souviens de ça? J'ai fait ces présentations. Ils ont payé ton loyer quand tu ne pouvais pas. J'ai construit ton serveur à la main. C'était avant, a-t-elle dit, la voix plate. L'entreprise a grandi. C'est différent maintenant. Différent. Comme si elle avait mué de la vie que nous avions et m'avait laissé derrière avec la coquille. J'ai regardé autour de la pièce. Les écrans, les graphiques. Les luminaires en chrome poli dont elle rêvait quand nous avions des chaises pliantes et un tableau. Blanc avec un trou dedans. Elle avait tout maintenant. Tout, sauf la partie où elle se souciait de qui l'avait aidé à le construire. D'accord, ai-je dit en reculant. Tu veux de la conservation? Tu l'as. Elle a croisé les bras, mais je pouvais la voir déglutir difficilement. Elle s'attendait à une bagarre. Je n'allais pas lui en donner une. J'ai tourné les talons, je suis sorti. J'ai dépassé Carly sans un mot et j'ai atteint le parking rapidement. Au moment où je suis rentré à la maison, je savais déjà. Je ne l'ai pas attendu. Je n'ai pas laissé de mots. Je suis juste monté directement à l'étage. J'ai attrapé le vieux sac de sport en toile dans le placard et je l'ai rempli de vêtements qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des années. Des jeans qu'elle détestait, des sweats à capuche aux poignets effilochés. Les bottes qu'elle avait un jour appelées cosplay de chantier. Elle n'a pas appelé. Pas cette nuit-là. Pas le lendemain matin. N'a pas demandé où j'allais, n'a pas demandé si je revenais. Ce silence, c'était la vraie réponse. J'ai fermé le sac. Les jeté sur mon épaule et j'ai verrouillé la porte d'entrée derrière moi comme si je fermais la maison de quelqu'un d'autre. J'ai laissé ma clé sous le paillasson. Le lendemain matin, j'ai suivi un chemin de terre jusqu'aux falaises. Le vent était vif, sentait les aiguilles de pin et l'eau froide. Le Pacifique s'étendait devant moi comme une feuille blanche. Pas de bruit, pas de clients, pas de conservation de quoi que ce soit. Je suis resté là pendant des heures, marchant le long des falaises. Regardant les vagues marteler les rochers comme si elles essayaient de changer quelque chose. Ce genre de force, ça vous prend aux tripes si vous la laissez faire. La nuit, je cuisinais des œufs sur un réchaud à 2 feux rouillés. J'ouvrais des bières bon marché et je m'asseyais sur le porche avec une flanelle enroulée autour d'eux. Mes épaules. La même que Madison avait qualifiée d'embarrassante lors d'un séjour au ski avec ses parents. Elle avait dit que je ressemblais à un mécanicien qui s'était perdu dans un catalogue Patagonia. Ici, elle allait très bien. Les habitants ne posaient pas de questions. Un type nommé Jeff tenait le magasin d'appât et m'a vendu une poêle en fonte pour $15. Un autre vieil homme avec une canne m'a fait un signe de tête depuis la falaise un matin et a dit: les gens viennent ici quand ils en ont assez. Il n'en a pas dit plus. Pas besoin. La plupart du temps, je marchais, parfois pieds nus. Je laissais le vent chasser le bruit de ma tête. La version de moi qui avait été répétée et reconditionnée pour les dîners d'investisseurs. Ce type avait disparu et il ne me manquait pas. La vérité m'a frappé lentement, comme de l'eau froide qui vous remonte dans le dos. Je ne l'avais pas perdu. Elle avait juste arrêté de faire semblant que j'étais encore dans le tableau. Quelque part en cours de route. Elle a réécrit l'histoire pour faire croire qu'elle était arrivée là toute seule. Comme si j'étais juste un chapitre qui ne correspondait pas à la marque. Cette partie, cette gomme silencieuse. Ça brûlait plus que n'importe quel cri ou claquement de porte n'aurait jamais pu le faire. Vous passez des années à penser que vous faites partie de quelque chose de réel et puis un jour. Ce n'est tout simplement plus à vous et personne ne vous le dit même. Mais là-bas, sur ces falaises. Avec le ciel qui se fendait et le vent qui s'engouffrait dans mes manches.
J'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant d'être réécrit. J'avais l'habitude de construire des choses, de réparer des choses. De résoudre des problèmes que personne d'autre ne voulait toucher. Je n'avais pas besoin d'une entreprise pour avoir de l'importance. Je n'avais pas besoin d'une invitation à un gala. D'un langage raffiné ou de l'approbation de son père. J'avais besoin d'une page blanche. Et là-bas, entre l'air salin et le silence, je l'ai trouvé. Lors de ma dernière nuit dans cette chambre, j'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai fixé l'écran vide. Pas d'appel, pas de texto, pas même un rappel de calendrier. Ça faisait du bien. J'ai ouvert la fenêtre, laissé le bruit des vagues entrer et j'ai fait un nouveau sac. Demain, je trouverai la prochaine étape. Je me suis réveillé avant le lever du soleil. J'ai rangé le reste de mon équipement et je suis sorti sur le porche. Le ciel était gris et meurtri, le genre de matinée côtière où tout semblait à moitié endormi. J'avais prévu de rouler vers le sud pendant quelques jours. Peut-être aller à Newport. Peut-être pas. Pas de vrai plan. L'océan s'en fichait, alors pourquoi devrais-je m'en soucier? J'ai verrouillé la chambre, jeté mon sac dans le camion. Puis j'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti le téléphone éteint. Je n'y avais pas touché depuis la nuit où j'avais quitté la maison. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Comme s'il savait exactement ce qui attendait à l'intérieur. Je l'ai tenu une seconde, le pouce planant au-dessus du bouton d'alimentation. Puis j'ai appuyé. L'écran s'est allumé et le téléphone a presque eu une crise d'épilepsie. Vibration après vibration, alerte après alerte. Appel manqué, texto, courriel. La pile de notifications était si rapide que je ne pouvais pas les lire. Je me suis appuyé contre le camion, regardant tout affluer. Le premier message que j'ai réellement ouvert venait de mon pote Eric. Un gars avec qui je travaillais avant que l'entreprise de Madison ne prenne le dessus sur nos vies. Il avait envoyé un lien vidéo avec une seule ligne, « Mec, tu dois voir ça ». J'ai cliqué. Le clip était tremblant. Filmé depuis le fond d'une salle de bal décorée comme une vente aux enchères caritatives. Madison se tenait sur scène, impeccable et parfaite, au milieu de son discours. Derrière elle se trouvait le grand logo du 10e anniversaire. Puis, une femme, grande, blonde, avec un accent allemand assez prononcé pour percer à travers le micro, s'est levée d'une des tables de devant. Vous avez exclu votre propre conjoint pour des raisons d'image. A-t-elle dit assez fort pour raisonner? Est-ce ainsi que vous traitez les personnes qui vous ont aidé à construire cette entreprise? On pouvait voir Madison cligner des yeux, puis se figer. Je connaissais ce regard, la panique qu'elle essayait de cacher quand quelque chose lui échappait. La salle a murmuré. Quelqu'un a zoomé. L'investisseuse a brandi une copie imprimée de cette note de service. Ma note de service. Si c'est ainsi que vous gérez la loyauté, a dit la femme. Comment gérez-vous ceux qui investissent en vous? Puis elle est sortie. La moitié de la salle l'a suivie, les chaises raclant, les voix s'élevant. La caméra se secouant alors que les gens attrapaient leurs manteaux. Un autre investisseur, un type avec une barbe épaisse et une voix plus tranchante, s'est levé et a dit, je vais réévaluer l'alignement. Avant d'éteindre son propre micro avec un petit geste de dégoût. Le clip s'est terminé avec Madison debout seule sous les projecteurs. Fixant les tables vides comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle n'était pas celle qui partait. J'ai baissé le téléphone, laissé le vent s'engouffrer dans ma veste. D'autres notifications attendaient. Des articles, des publications, des captures d'écran. Des blogueurs la démolissant pour la note de service sur l'épuration de l'image. Des financiers qualifiant l'entreprise de signal d'alarme culturel. Une animatrice de matinale riant en lisant le titre à voix haute. Puis les appels ont commencé à arriver. En direct. Son nom clignotait encore et encore. J'ai laissé sonner. Puis son père a appelé 2 fois. J'ai aussi laissé sonner. Il a laissé un message vocal si long qu'il s'est divisé en 2 messages. Quand je l'ai finalement écouté, sa voix était assez tranchante pour couper une corde. Ryan? Tu dois répondre à ça. Madison est injustement présentée et tu as la responsabilité de clarifier la vérité.
Si tu ne prends pas les devants, des poursuites judiciaires seront sur la table. Rappelle-moi immédiatement. Responsabilité. Drôle comme ce mot n'apparaissait que quand ça les arrangeait. D'autres textos de Madison. Appelle-moi, s'il te plaît. C'est un cauchemar. J'ai besoin que tu me parles. Tu laisses la situation s'aggraver. Tu m'ignores sérieusement en ce moment? Je sais que tu vois ça. Puis le ton a changé. Son avocat a envoyé un courriel. Une offre formelle, un accord de non-divulgation, un contrat de consultant de 150 000 $. En échange, je signerai une déclaration disant que j'avais choisi de ne pas assister au gala. Que je m'étais éloigné volontairement, que la note n'était pas ce qu'elle semblait être. De l'argent pour le silence, de l'argent pour réécrire l'histoire à nouveau. Je suis resté là, tenant le téléphone comme s'il était infecté. Et j'ai laissé le vent venir de l'eau et me gifler la nuque. Ces gens m'avaient poussé hors du tableau, effacé tout ce que j'avais fait. M'avaient dit sans détour que je ne correspondais pas à la vie raffinée qu'ils voulaient. Et maintenant que tout s'était effondré, ils se souvenaient soudainement de mon nom. Je n'ai pas répondu, pas appelé, pas envoyé de texto. Je n'ai même pas ouvert la pièce jointe de l'avocat. J'en avais fini de leur donner des versions de moi qu'ils pourraient utiliser comme des armes. J'ai enlevé le couvercle arrière du téléphone avec mon ongle. J'ai fait glisser la batterie et j'ai mis les 2 morceaux dans la boîte à gants. Laissant le silence s'installer durement. Puis j'ai attrapé la bouteille de whisky bon marché que j'avais achetée au magasin en bas de la route. J'en ai versé un doigt dans la tasse en métal que je gardais dans le camion et je suis retourné sur la falaise. Les vagues continuaient de marteler les rochers en contrebas. Comme la veille, comme elles le feront demain. L'océan ne s'arrête pour la crise de personne. Je suis resté là à boire lentement, laissant le froid traverser tout ce que j'avais porté. Le vent fouettait ma veste comme s'il voulait me réveiller. Le monde à Seattle brûlait, les contrats s'effondraient, les investisseurs se retiraient. Son nom était en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Et moi, je regardais la marée monter comme si c'était la seule chose digne de confiance. Finalement, j'ai fini mon verre, j'ai rebouché la bouteille et je suis retourné vers le camion. Mes bottes raclaient le gravier, d'un pas sur éclair. Je ne leur devais absolument rien. Plus maintenant. 2 semaines plus tard, je suis retourné à Seattle. Même horizon, même trafic, même crachin sur le pare-brise. Mais je n'étais pas le même. Je me suis garé dans l'allée de la maison que j'appelais autrefois chez moi. L'herbe était trop haute. Une des lumières du porche avait grillé. Je suis monté. J'ai déverrouillé la porte d'entrée avec la clé de rechange que j'avais laissée sous le paillasson. Et je suis entré. L'air sentait le nettoyant à la lavande et quelque chose de faux. Comme un décor de théâtre après la dernière représentation. Ses affaires étaient encore là. Des chaussures alignées comme des soldats dans le couloir. Des manteaux pressés et zippés dans le placard. Mais elle était partie. Dans la cuisine, posée soigneusement sur le comptoir en granit comme si elle m'attendait. Il y avait une enveloppe manille. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, déposés, préparés, prêts à être signés. Elle ne les avait même pas signés elle-même. Seules les signatures de préparation de son avocat figuraient sur le dossier. J'ai feuilleté le dossier jusqu'à ce que j'arrive à la ligne qui m'a fait rire aux éclats. Différence de marque irréconciliable. C'était ça. Pas d'excuses, pas d'explication, juste une tournure marketing pour un coup de poing dans le ventre. J'ai laissé l'enveloppe où je l'ai trouvée. J'ai pris le reste de mes outils dans le garage et je suis sorti sans toucher à rien. À ce moment-là, la nouvelle s'était répandue. On ne pouvait pas travailler dans les cercles technologiques de Seattle sans entendre parler des retombées. 4 clients majeurs se sont retirés. Y compris l'entreprise de logistique de Chicago qui m'appelait directement chaque fois que leur système plantait. L'accord allemand, parti, vaporisé. Cet investisseur a publié une déclaration sur les lignes rouges éthiques et l'intégrité du fondateur. Ses parents ont cessé de se montrer aux événements. Publiquement, ils se sont retirés pour se concentrer sur la famille. En privé,
je parierais qu'ils se démenaient pour protéger leur propre image. Je les avais vus manœuvrer plus durement pour moins que ça. Mais la partie qui a vraiment secoué le cocotier, plus de 30 employés sont partis en 10 jours. Ingénieurs, designers, responsables marketing. Même Carly, son assistante fidèle, qui m'avait un jour qualifié de trop intense, a donné sa démission et est partie sans un mot. Apparemment, la note avait fuité à l'intérieur de l'entreprise aussi. Les gens l'ont vu. Les gens ont parlé. Et quand la vérité a éclaté, tout le monde s'est souvenu des parties de l'histoire qu'il n'était pas censé oublier. Comme qui avait réellement câblé les serveurs, qui avait débogué le lancement, qui avait travaillé 70 heures par semaine sans être payé pour que Madison puisse continuer à faire ses présentations sophistiquées. Je ne l'ai pas appelée, pas envoyé de message. Elle avait clairement indiqué que je n'avais pas ma place dans son avenir. Très bien. Je ne voulais pas non plus récupérer le passé. Au lieu de cela, je me suis trouvé un avocat. Pas de publicité, pas de panneau d'affichage. Juste un bureau discret derrière une clinique dentaire à Fremont. Le type a à peine prononcé 10 mots pendant la consultation, ce qui le rendait parfait. Il a déposé ma réponse en un jour. Je lui ai dit que je ne voulais pas de la maison, pas de la voiture, pas un centime. Je voulais juste mon nom retiré de tout ce qui portait son odeur. Cette même semaine, j'ai reçu un courriel de quelqu'un dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Greg Tillman, l'un de nos premiers investisseurs providentiels de l'époque du garage. Objet, toujours en train de construire. Le corps du message disait: Tu as bâti la moitié de cette entreprise. Ne les laisse pas faire semblant du contraire. As-tu déjà pensé à lancer la tienne? Pas de blabla, pas de présentation, juste ça. J'y ai réfléchi un moment. Pas de manière nostalgique. Je ne courais pas après le passé. Mais quelque chose à ce sujet a eu un effet différent. Pas à cause de l'offre, mais à cause de ce qu'elle confirmait. Je n'ai jamais été l'acolyte. Jamais la pensée après coup. J'étais juste dans la mauvaise histoire. J'ai cliqué sur répondre. Message simple, parlons-en. 3 jours plus tard, j'avais un virement bancaire, une poignée de main et un dossier plein de clients potentiels qui se fichaient éperdument de l'image de marque. Ils voulaient juste des résultats. Ça, je pouvais le faire. Je l'ai appelé Dunin & Company. Pas parce qu'il y avait un co pour le moment, mais parce que j'aimais le son. Propre, solide, à moi. Le bureau était une suite partagée au-dessus d'un magasin de vélos à Ballard. Vieux bâtiment, escalier qui craque, parking terrible. Mais il y avait une fenêtre qui captait le soleil de l'après-midi. Et le loyer ne me faisait pas m'étouffer. La première fois que je suis entré avec les clés, je me suis tenu au centre de la pièce vide et j'ai laissé le silence m'imprégner. Pas de présentation, pas de tableau d'image de marque, pas de faux sourires, juste de l'espace. J'ai passé 2 appels. Le premier était à Pete, un ingénieur avec qui je travaillais et qui a quitté l'entreprise de Madison le jour après la fuite de la note. Le gars était loyal, vif d'esprit et ne léchait les bottes de personne. Il a décroché à la première sonnerie. « Tu es sérieux ?» a-t-il demandé. « Très sérieux. J'ai un capital de départ et une page blanche. Alors j'en suis. » Le second était pour Léa, une développeuse de systèmes qui construisait seule l'infrastructure pour 3 départements. Madison avait dit un jour que Léa avait un talent brut mais aucun raffinement. Traduction, pas assez tape à accent grave-l'œil pour les séances photos. Elle a dit oui avant même que j'ai fini ma présentation. À la fin du mois, nous avions 3 clients. L'un était une organisation à but non lucratif qui avait besoin de moderniser sa base de données, mais ne savait pas par où commencer. Le type qui la dirigeait a dit: J'ai eu 5 consultants qui m'ont parlé de haut. J'ai besoin de quelqu'un qui écoute vraiment. Le second était une start-up de logistique qui avait perdu confiance en l'entreprise de Madison après les retombées. Leur directeur technique m'a appelé directement et a dit: Vous avez aidé à construire sa maison. Peut-être que vous pouvez aider à réparer la mienne.
Mais celui qui m'a le plus touché était un ancien concurrent de Madison. Un homme plus âgé, voire aucune patience pour les conneries de relations publiques. Il est entré dans le bureau, a regardé les briques apparentes et mon bureau d'occasion, puis a dit. Je veux quelqu'un qui se souvient à quoi ressemble la construction. Cette phrase m'est restée. J'ai accroché une photo au mur cette semaine-là, une que j'avais prise à Garibaldi, en Oregon. Couché de soleil sur l'eau, l'orange se fondant dans le gris, la marée se retirant lentement. Pas de filtre, pas de retouche, juste comme c'était. Cet endroit m'a redonné ma voix, ma colonne vertébrale. Chaque fois que je la regardais, je me souvenais de cette version de moi. Celle d'avant que je sois poli, emballé et discrètement supprimé. Le travail était régulier. Pas glamour, pas bruyant, mais réel. J'avais oublié ce que ça faisait. 6 mois plus tard, j'étais au bureau tôt. En train de manger un sandwich froid du petit déjeuner sur les journaux de serveur de la veille. Quand l'article est tombé. Journal des affaires locales. Un de ces articles positifs qu'il publie pour briser les histoires de licenciement et d'immobilier. Titre. Retour aux sources. Comment les petites équipes redessinent la scène technologique de Seattle. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que Pet me transfère le lien avec une seule ligne, tu es dedans. J'ai fait défiler le blabla, le même langage recyclé sur la résilience, le nettoyage post-scandale. La mort de l'arrogance d'entreprise. Puis je suis arrivé à la dernière section. Une photo de notre enseigne, Dunin & Company. Pas de filtre, pas d'accessoires. Juste notre porte d'entrée. Le paragraphe en dessous me citait d'une interview téléphonique que je me souvenais à peine avoir donnée. N'effacez pas les gens qui ont construit avec vous. Vous pourriez avoir de nouveaux besoins de leur aide, ou au moins de leur silence. C'était ça. C'était la phrase qu'ils avaient choisie. Et juste en dessous, aucune mention de Madison, aucune mention de son entreprise. Juste une courte note sur le leadership discret et les fondateurs qui se souviennent d'où ils viennent. Je me suis adossé à ma chaise. Le téléphone vibrant de quelques clients qui m'envoyaient des félicitations par texto. Et j'ai regardé autour du bureau. Léa tapait vite, écouteurs aux oreilles. Pet criait sur un tableau blanc. Un type de l'organisation à but non lucratif était dans un coin en appel vidéo. Utilisant notre espace comme si c'était le sien. Ça ne me dérangeait pas. C'est à ça que servait cet endroit. Nous ne vendions pas du raffinement. Nous vendions du travail honnête. J'ai gardé mon nom, Dunin. Le même que Madison avait essayé d'effacer de tous les premiers documents. De tous les crédits archivés. De toutes les présentations une fois que les gros investisseurs sont arrivés. Il signifiait quelque chose maintenant. Elle était toujours PDG. Techniquement. Son profil LinkedIn avait toujours la photo d'elle souriant dans ce blazer marine. Mais les gens qui répondaient à ses appels, ils ne décrochaient plus. La rumeur disait qu'elle avait fait appel à des relations publiques de crise. Avait essayé de faire passer ça pour un malentendu. Avait affirmé que j'avais choisi de quitter l'entreprise des années auparavant. Personne ne s'en souciait. Sa voix avait perdu son éclat. Elle m'a contacté une fois, un court courriel, une seule ligne. Pouvons-nous parler? Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas en colère. Je ne cherchais pas la vengeance. J'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Mon espace, mon nom, ma paix. Certaines personnes apprennent quand on leur dit non. D'autres? Elles ont besoin de le sentir dans le silence. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé le Puget Sound. L'eau était calme ce matin-là. Les nuages bas, un gris clair pressant sur les vagues. L'océan ne se soucie pas de savoir qui obtient le mérite. Il continue simplement d'avancer. Moi aussi.